L'édition de l'information de ce mardi 20 janvier sur Lumière du Monde Télévision s'ouvre avec au sommaire la situation en RDC. 4 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire des affrontements qui ont secoué dans la journée d'hier la capitale congolaise lors d'une marche de l'opposition qui protestait contre la volonté du camp présidentiel de modifier la loi électorale. Les détails dans quelques instants. En Centrafrique, 3 travailleurs humanitaires ont été enlevés d'hier à aujourd'hui dans la capitale Bangui. Les milices anti-Balaka seraient à la base de ces enlèvements. Et la situation critique de l'Église au Niger sera encore évoquée dans ce journal. Nous aurons la réaction de plusieurs hommes de Dieu de la sous-région, dont le pasteur Kimso Boureima, qui est le président de l'Alliance des missions des églises évangéliques du Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Scène de pillage et mise à feu de bâtiments publics, c'est le décor que présentait hier la ville de Kinshasa en RDC, avec à la clé 4 morts et de nombreux blessés. Les heurts ont éclaté alors que les partisans de l'opposition étaient descendus dans les rues pour protester contre un projet de réforme de la loi électorale engagé par le camp présidentiel. L'opposition soupçonne le chef de l'État Joseph Kabila de vouloir modifier la Constitution en vue de briguer un 3e mandat à la tête de l'État congolais. Kinshasa a été le théâtre lundi de violents affrontements entre policiers et manifestants hostiles au président Joseph Kabila. Le bilan serait d'au moins 4 morts, dont 2 policiers, tous tués par balle. Il y aurait également plusieurs dizaines de blessés. Les violences ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo. Des témoins ont rapporté des scènes de pillage et des incendies volontaires. Les manifestants s'opposent à un projet de loi électorale qui pourrait entraîner un report des prochaines élections présidentielles et législatives de 2016. Un report qui permettrait au président Kabila, au pouvoir depuis 2001, de prolonger son mandat. Un collectif d'opposants avait appelé la population à occuper le Parlement, où le texte est en cours d'examen. Retour sur la situation chaotique qui a prévalu ces derniers jours au Niger. Le bilan des violences perpétrées contre les intérêts français et les églises est lourd. 10 personnes au moins ont perdu la vie dans des affrontements avec les forces de l'ordre à Zinder et à Niamey, alors que les manifestants protestaient contre la une du dernier Charlie Hebdo. Le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou a promis mettre tout en œuvre pour punir les auteurs des attaques contre les églises. 5 personnes sont mortes samedi à Niamey lors de manifestations contre la publication d'une caricature de Mahomet en une de Charlie Hebdo. Les rassemblements ont dégénéré en pillage et en destruction. Cible de ces attaques, la France et les chrétiens. En 2 jours, 10 personnes ont donc perdu la vie dans ces affrontements après la flambée de violence vendredi dans la ville de Zinder, plus à l'est. L'Institut culturel franco-nigérien est parti en flammes, tout comme une loterie ainsi que des églises. Dans une allocution télévisée, le président nigérien Mahamadou Issoufou a fustigé ceux qui s'en prenaient aux chrétiens et aux étrangers et a promis le châtiment pour les auteurs de ces tueries. En dépit d'un appel au calme lancé par le chef de l'État, l'opposition nigérienne a annoncé le maintien d'une marche dimanche matin dans les rues de Niamey. Et après le président des Assemblées de Dieu du Niger que nous avons eu en ligne hier depuis Niamey, voici la réaction du pasteur Kimso Boureima, président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du pays, qui décrit le climat de peur dans lequel vivent les chrétiens nigériens. Durant une journée, les foules ont parcouru la ville, détruisant systématiquement tous les lieux de culte. Et aujourd'hui, à l'exception de la cathédrale, toutes les églises, 46 au niveau des églises évangéliques et 15 au niveau des églises catholiques, ont été détruites. Un plan systématique qui a détruit tous les lieux de culte nous dépasse. Et aujourd'hui, dans ces mêmes lieux qui ne sont pas sécurisés, les enfants sont en train de faire leurs besoins. C'est de la profanation. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé, comment est-ce que cette foule n'a pas pu être maîtrisée et qu'est-ce que les chrétiens vont devenir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre sans abri, nous ne pouvons pas vivre sans lieu de culte. Et c'est une interpellation et nous l'avons faite au Premier ministre qui nous a reçus et nous croyons que nos autorités sont sincères et nous n'avons pas de doute.
La communauté chrétienne vit dans la peur, mais nous croyons aussi aux leaders musulmans qui viennent vers nous. Tout à l'heure, le président du conseil musulman était venu nous voir pour que demain, ensemble, avec l'archevêque, nous soyons ensemble pour communiquer. Et nous n'avons pas de doute. Nous ne devons pas douter de sa bonne foi. Alors ce mardi, d'autres serviteurs de Dieu à travers la sous-région ont réagi aux événements de ce week-end au Niger qui ont vu donc la destruction d'au moins 45 églises par des manifestants. Ces pasteurs nous ont fait part de leur réaction par téléphone. C'était ce matin. Pasteur Romba Jean-Baptiste, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors vous êtes le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, Burkina Faso. Oui. Alors la semaine dernière, nous avons tous vécu les événements donc tragiques au Niger contre les églises suite aux protestations contre la dernière parution de Charlie Hebdo. Oui. Et donc des dizaines d'églises ont été détruites à Niamey et dans la ville de Zinder au sud du pays. Oui. Comment est-ce que vous avez eu à vivre ces événements-là et quel est votre message à la communauté chrétienne du Niger? Bon, c'est vrai que quand nous avons appris la nouvelle, nous avons téléphoné, nous avons des missionnaires qui sont au Niger. J'ai personnellement téléphoné à un des missionnaires pour lui demander des informations par rapport à ce qu'on a suivi sur les médias. Et je lui ai fait savoir qu'il y a des églises qui ont été saccagées, brûlées, même des domiciles de serviteurs de Dieu. Mais je dis que malheureusement, il y a des gens qui font un amalgame des choses en fait spirituelles avec les choses politiques. Et je pense que c'est dommage qu'on en soit arrivé là parce que les églises n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en France. Ils auraient peut-être, je pense qu'ils ont eu tort de brûler les églises parce que ces églises n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé par rapport aux écrits sur le prophète. Et je crois que ces gens aussi doivent comprendre qu'ils disent que leur religion c'est une religion de tolérance. Ils doivent tolérer les autres et ne pas faire ces choses parce que nous ne voulons pas qu'on en arrive à une guerre de religion. Ça n'a rien à voir avec les religions. Exactement. Alors, dernier mot, pasteur. Je vais dire aux frères et aux sœurs touchés parce que j'ai appris aussi que le dimanche, il n'y a pas eu de culte à ces églises, évidemment, parce qu'il n'y a plus de lieu de culte, de lieu de rassemblement. Je voulais leur dire de tenir ferme, de tenir bon, parce que nous vivons les derniers temps, et ce sont aussi les signes des derniers temps où l'Église sera persécutée, l'Église sera attaquée. Donc, je pense qu'il faut simplement qu'ils prennent leur courage à deux mains et affronter la situation par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a promis dans sa parole qu'il bâtira son Église et que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, je crois que nous avons de quoi nous encourager par rapport à cette promesse du Seigneur Jésus-Christ. Merci bien vous, pasteur. Merci et bonne journée. Pasteur Mitré, bonjour. Bonjour, MTV. Alors vous êtes le président de l'Alliance des Églises Assemblées de Dieu d'Afrique. Et donc, en tant que tel, quelle est votre perception des événements qui ont marqué l'Église au Niger ce week-end? Mais les événements qui se sont passés au Niger ne fait que nous réveiller et nous ramener ce que la parole de Dieu nous prévient d'être à nos gardes pour les persécutions des derniers temps. Et que ceci doit réveiller la foi des chrétiens pour les approcher plus encore de Christ. Ce n'est pas, comme l'apôtre Paul nous a dit, ce n'est pas la lutte, la chair et la chair. Oui. Mais c'est la prière, c'est une lutte contre les principautés, contre les esprits, comme la parole de Dieu nous le recommande. Justement. Alors, pasteur, si vous aviez un message donc adressé à la communauté chrétienne du Niger, que leur diriez-vous? Je dirais à la communauté chrétienne du Niger de prendre courage et de persévérer. De persévérer parce que le Seigneur a dit qu'il a vaincu, la victoire est de leur côté. C'est dur, c'est amer, mais qu'ils prennent le courage, tout en sachant que le Seigneur dit « Je bâtirai mon église » et les portes du séjour de la mort ne prévaudront rien contre elle. Mais qu'ils se rappellent que le monde chrétien est en train de prier pour eux. Ils ne sont pas seuls. Et nous avons l'assurance que comme des chrétiens, ils doivent montrer toujours leur vie chrétienne dans la soumission, dans l'honnêteté, dans l'humilité. Le Seigneur prend défense
justement donc ce que voilà ce que moi je pourrais leur dire. Merci donc pasteur pour votre réaction. Alors on vous aura compris, ce que vous préconisez donc c'est la tolérance et surtout la fermeté dans la prière en vue de vaincre toutes sortes d'adversités de façon spirituelle. Voilà, que Dieu vous bénisse, Salm-TV, que Dieu vous bénisse à transmettre ce message pour encourager les fidèles d'une terre. Merci pasteur. Et dans le reste du monde musulman, la colère contre Charlie Hebdo et la France en général pourrait avoir des conséquences déplorables sur la sécurité des Français à l'extérieur. Le week-end dernier, les manifestations éclatées dans le monde arabo-musulman contre la dernière parution du Qana français ont mis en exergue un sentiment anti-français grandissant. Explication dans cet élément. Sous les cris de la foule, ces manifestants brûlent un portrait de François Hollande. D'autres s'en prennent à un drapeau tricolore. 3e jour de colère anti-Charlie au Pakistan et toujours autant de monde dans les rues, 8000 personnes hier. Samedi, au Niger, un rassemblement du même genre dégénère. Abat les Français, abat Charlie, Allah Akbar. Des églises sont incendiées. Dans la 2e ville du pays, c'est le centre culturel français qui brûle. Sur place, l'ambassade de France appelle à éviter toute sortie dans la ville. Mais depuis 3 jours, la colère se propage à une douzaine de pays. Alors, certains s'inquiètent pour nos ressortissants. Évidemment, ça met les ressortissants français en danger, ils peuvent être des cibles. Les gens qui manifestent aujourd'hui au Niger ou au Pakistan n'ont évidemment jamais lu de leur vie un numéro de Charlie Hebdo et on voit bien que tout ça est instrumentalisé. Au Pakistan et au Niger, le Quai d'Orsay demande à ses ressortissants de redoubler de vigilance, mais rappelle que ces 2 pays étaient déjà considérés comme dangereux. La France recommande depuis plusieurs années d'éviter de s'y rendre. Le président français a tenu à réagir à cette vague de contestation contre la une du numéro des survivants de Charlie Hebdo. Pour François Hollande, la France n'insulte personne en défendant son idéal de liberté. Ses propos en images. La France ne fait pas de leçons à aucun pays, mais la France n'accepte aucune intolérance. Nous n'insultons personne lorsque nous défendons nos idées, lorsque nous proclamons la liberté. Au contraire, nous respectons toutes celles et tous ceux à qui nos idées s'adressent. Lutter contre l'expansion de la secte islamiste Boko Haram en Afrique centrale, c'est le défi que veulent relever les gouvernants tchadiens et camerounais qui ont mis ensemble leurs forces armées dans le nord du Cameroun afin de repousser les assauts des djihadistes nigérians. L'idée semble rassurer les populations du nord camerounais, mais à N'Djamena également. On se montre fier de la posture de l'armée tchadienne. Ces militaires tchadiens viennent de passer la frontière camerounaise. Ovationnés par la foule. Ils sont ici pour prêter main forte au pays contre Boko Haram, le Cameroun victime du groupe islamiste. Le Nigeria aussi, très durement touché. Sur cette image satellite, le village de Baga le 2 janvier. Les points rouges représentent les bâtiments et la végétation. Même endroit, 5 jours plus tard. Le rouge a disparu. Normal, tout a été rasé par Boko Haram. Impossible de connaître le nombre de morts. La seule chose que l'on sait, c'est qu'ils se comptent par centaines. À tout le continent africain, les pays du continent africain, de venir avec nous pour constituer une large coalition pour faire face à cette nébuleuse Boko Haram. Une large coalition. L'idée est aussi soutenue par la population au Tchad. Ce qui arrive à nos voisins pourrait très bien nous arriver. Leur combat est notre combat. Côté réaction internationale, pas grand-chose hormis quelques déclarations. François Hollande et John Kerry ont dénoncé des crimes contre l'humanité. Boko Haram a fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés depuis le début de son insurrection en 2009. L'instauration d'un discours religieux renouvelé, voilà ce que préconise le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour lutter contre la montée du terrorisme dans le monde. Ce lundi, lors d'un forum consacré aux énergies futures qui avait pour cadre Abu Dhabi, l'homme fort du Caire a demandé à la communauté internationale de réfléchir à d'autres stratégies autres que l'action militaire. On l'écoute.
Notre région fait face à de nombreux défis, pas seulement dans le secteur de l'énergie, parce que le terrorisme est en train de se propager et prend désormais une envergure internationale en diffusant des idées erronées. La résurgence du terrorisme nécessite une réaction bien réfléchie de la communauté internationale. Cette réaction ne comporte pas seulement un volet militaire et sécuritaire, elle va au-delà pour englober une politique de développement économique, social et culturel. Cela nécessite également un discours religieux renouvelé. Enlèvement spectaculaire à Bangui en Centrafrique ce lundi. 2 travailleurs humanitaires ont été enlevés en plein cœur de la capitale centrafricaine et parmi eux figurait une ressortissante française. La dame âgée de 67 ans était dans le pays dans le cadre d'une mission d'assistance aux populations locales selon le ministère français des Affaires étrangères. Ce rapt serait l'œuvre des anti-Balaka. On suit les précisions dans cet élément. La scène s'est déroulée en pleine rue. Claudia Christ, une humanitaire française âgée de 67 ans et un travailleur centrafricain ont été enlevés au nord-est de Bangui. Leur chauffeur, un religieux, a lui été dépouillé puis laissé libre. Le frère Elkana Ndawacha était au volant de leur 4x4 lorsqu'ils ont été attaqués. Nous étions 3 à bord de notre véhicule en provenance de Damara où nous étions en mission. Nous avons été arrêtés par un groupe de 4 anti-Balaka armés de Kalachnikov. Ils sont sortis devant nous sur la route en pleine ville. L'un des ravisseurs a pris ma place au volant pour partir avec le véhicule et mes 2 collègues. Le véhicule serait alors entré dans un quartier de la capitale, bastion des anti-Balaka, ces milices majoritairement chrétiennes qui luttent contre les musulmans de l'ex-Seleka. Claudia Christ et son collègue de l'ONG Medical Codis rentraient d'une mission à 70 km au nord de Bangui. Des négociations menées par l'archevêché ont été interrompues lundi dans la soirée. Une source proche de ces négociateurs, jointe par RFI, affirme que la Française et son collègue sont aux mains des anti-Balaka. Selon cette source, ce sont des proches du général Angelo, arrêtés la veille dans le nord-ouest du pays et remis aux forces des Nations Unies, qui ont enlevé les 2 humanitaires. D'autres tentatives d'enlèvement auraient eu lieu dimanche, selon des témoignages concordants obtenus par l'AFP. Et l'on a pris ce matin l'enlèvement d'une employée de l'ONU, toujours à Bangui. La tension ne baisse pas dans l'est de l'Ukraine après les violents accrochages de ce week-end entre les soldats ukrainiens et les combattants séparatistes du Donbass. Le centre-ville de Donetsk a été encore le théâtre hier de combats d'envergure entre les belligérants. Malgré l'instauration d'un cessez-le-feu, les séparatistes ont accusé l'armée de Kiev d'avoir tiré à l'artillerie lourde sur des zones à forte concentration démographique. Les précisions. Pas de répit pour les habitants de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Des tirs d'artillerie ont frappé lundi le centre-ville, touchant cet hôpital et une université. Ils ont fait 6 blessés selon les autorités locales. Malgré plusieurs tentatives de cessez-le-feu depuis septembre dernier, aucune trêve durable n'a vraiment eu lieu dans l'est de l'Ukraine. L'armée régulière et les séparatistes s'accusent mutuellement de ne pas la respecter. Aujourd'hui, il est parfaitement évident que les bombardements des quartiers résidentiels de Donetsk sont menés par des unités des forces armées ukrainiennes. Et pour la première fois depuis très longtemps, des bombardiers ont été utilisés. Kiev affirme que les séparatistes ont reçu lundi de gros renforts d'armes et que près de 700 soldats russes ont passé la frontière. Il n'y a pas de tanks, de canons Howitzer, de lance-roquettes multiples grades, Smerch, Buk et de matériel radio en vente sur le marché de Donetsk, ni dans les magasins militaires russes. Seul le ministère de la Défense de la Fédération de Russie et la Direction générale du renseignement en possèdent. À Donetsk, les combats se concentrent autour de l'aéroport. L'armée a repoussé ce week-end une offensive des séparatistes pour en prendre le contrôle. Mais le centre-ville n'est pas épargné, comme on peut le constater sur ce marché. Au milieu des débris, le corps d'une victime gît sur le trottoir. Le conflit dans l'Est a fait plus de 4800 morts depuis avril. CAN 2015 à présent et les points sur la journée d'hier qui a vu 2 confrontations dans le groupe C, notamment entre le Sénégal et le Ghana avec à la clé la victoire des Lions de la Teranga sur le score de 2-1 et la seconde qui a mis aux prises l'Algérie à l'Afrique du Sud avec une victoire des Algériens par 3-1. Voici donc un résumé de la confrontation Sénégal-Ghana avec nos confrères de la télévision ivoirienne.
C'est le Sénégal qui a donné le coup d'envoi du premier grand choc du groupe C et affiche ses intentions dès l'entame du jeu. Mais suite à un relâchement de sa défense sous une passe en profondeur ghanéenne, le portier sénégalais Bouna Koundoul commet l'irréparable sur Christian Atsu. Penalty pour le Ghana que le capitaine du jour, André Ayou, transforme. 1-0. C'est la mi-temps au stade de Mongomo. Le Ghana mène au score. Les Lions de la Teranga qui n'ont pas dit leur dernier mot reprennent confiance en seconde période et atteignent le même niveau que les Black Stars grâce à Mam Diouf qui répond à un centre venu de la gauche. Ghana 1, Sénégal 1. Mené au score en première mi-temps, les 3 dernières minutes de temps additionnel données aux 22 acteurs permettent au Sénégal de faire la différence grâce au duo Moussasso, Chekou Kouyaté. Sénégal 2, Ghana 1. Résultat qui fera couler beaucoup d'encre. Ce mot de religion à présent avec la sortie cette année d'un nouvel ouvrage répertoriant les églises évangéliques dans toute la France. Les statistiques et les cartographies de celui-ci mettent en lumière les régions les moins denses en matière d'implantation d'églises en hexagone. Depuis 1970, près de 1600 églises évangéliques ont vu le jour en France. Leur nombre s'élève à 2440 aujourd'hui. Cet ouvrage est écrit par Daniel Lietchi, vice-président du Conseil national des églises évangéliques de France et président de la commission implantation d'églises. Ce répertoire sert de base à la réflexion sur la création et l'implantation d'églises dans l'Hexagone. Le journal sur Lumière du Monde Télévision pour ce mardi, c'est terminé. Merci de votre attention. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.